c'est bon, ça repart. Ok, super. En fait, c'est vrai que le but c'était remplacer ce fer ou pas utiliser du tout. En fait, la Tesla a baissé le taux de cette matériel ou de ce fer le plus bas possible et maintenant ils ont atteint de ne plus utiliser du tout dans les batteries. Et c'est une étape très très importante parce que, comme à ta question pour te répondre, oui, on entend souvent des réponses comme ça, oui, que ça pollue la nature, bla bla bla, et on dit souvent que oui, parce que il faut voir toujours et faire la différence entre les choses. Je ne comprends pas souvent pourquoi ces gens ne regardent pas. Il y a combien de, de cas terribles ou horribles avec les navires qui transportent l'huile d'un continent à l'autre. C'est énorme, énorme. Par exemple, il y a quelques mois, il y avait aussi une catastrophe aux îles Galapagos. Je ne sais pas si Si, je tu as entendu. Et il ne part pas de ça. Il ne part pas de ça que l'huile ne vient pas ici toute seule comme ça automatiquement. Il faut les transporter. Après, il y a les camions qui les transportent. Et car moi, je suis ingénieur chimiste, il y a des colonnes où en fait, il faut chauffer l'huile. Pour ça aussi, ça consomme énormément de l'énergie, de l'huile propre. En fait, il utilise l'huile pour chauffer. Et après, il y a plusieurs sections dans la colonne. Et, et après, en haut, l'essence sort. Et au moins, quelque part, le gazole et blablabla. Et après, au fond, en bas, on atteint la matière très épaisse. Ce qu'on utilise par exemple pour les asphaltes, pour les routes en fait. Quand on fait l'asphalte, on dit en français ou non? On dit ouais, goudron, asphalte, Goudron, ça oui, se dit, les deux oui, se c'est disent. ça. Donc, le principe que si on compare tout, le dioxyde carbonique, les autres matériaux qui polluent, évidemment, aussi, en fait, pour produire une voiture électrique, ça c'est une pollution, évidemment. Il ne faut pas être comme ça, je ne regarde pas à droite, à gauche, mais en fait, si on regarde tout, en fait, une chose que la voiture électrique ne pollue pas dans la ville, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Voilà. C'est silencieux aussi. En plus, et tu peux bavarder tranquillement avec ton ami ou avec ta femme ou avec tes enfants dans la voiture. Tu n'entends que le bruit du pneu ou des pneus. Et c'est tellement tranquille. Et même si la voiture électrique pousse beaucoup plus vite, accélère beaucoup plus vite que les voitures traditionnelles, en même temps, c'est très intéressant. Tu as la possibilité, tu pourrais le faire, tu pourrais doubler pratiquement chaque voiture, mais en fait, tu n'as pas envie parce que tu adores quand tu roules si silencieusement. C'est très intéressant, mais quand les gens qui achètent à la première fois dans leur vie une voiture électrique, tu sais qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils invitent les amis, évidemment. Et si cette voiture électrique a été achetée pour sa femme, par exemple, par l'homme, euh, euh, pour faire des achats, plus en plus souvent, le mari demande à sa femme: ah, s'il te plaît, donne-moi ta voiture, s'il te plaît, je voudrais. Parce qu'il l'adore, et après un certain temps, il en a marre de sa pauvre voiture, le mari, et il la vend parce que après un certain temps, il réalise qu'il n'utilise plus sa voiture, il la vend ou il achète une deuxième voiture pour lui-même ou il utilise celle de sa femme. Mais c'est très intéressant parce que ça te fait plus tranquille. Et le deuxième étape, que tout simplement, tu commences à installer des panneaux photovoltaïques sur ta maison. Parce que tu commences, si tu as une maison, tu commences à comprendre c'est une forme de vie en fait. Que tu commences à faire plus attention à des déchets, comment tu les sélectionnes.
aussi combien et comment tu consommes l'énergie, parce que tu commences à compter différemment. Et même les gens qui ne comptent pas, eux aussi, ils installent des panneaux photovoltaïques. C'est impressionnant. Je parle un peu trop, désolé. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je voulais te demander en plus, est-ce que tu penses que on doit avoir des politiques énergétiques plutôt à l'échelle des pays ou plutôt à l'échelle de l'Europe ou enfin, Global. ouais, global, voilà. Tu voudrais savoir si d'où ça vient ce changement ou Bah, comment on devrait le... comment on devrait l'apporter? Parce que, alors, je pose cette question parce que derrière ma tête, j'avais l'idée que en Allemagne, on Oui. produit énormément avec le charbon, en France Oui. avec le nucléaire. Mais, On a des manières différentes de faire les choses. oui, Et donc, toi, je me demandais si tu pensais que si on fait, par exemple, du photovoltaïque global, est-ce qu'il faut faire ça à l'échelle européenne ou plutôt à l'échelle française, hongroise pour ton cas, ou à l'échelle de l'Autriche, et que chacun gère soi-même, ou est-ce que tout le monde se normalise? Je comprends, merci. Je ne crois pas que les pays devraient se séparer de l'un à l'autre. Ça, c'est un chemin très très mal. Les empires étaient toujours forts parce que ils ont essayé, les peuples, se communiquer et travailler ensemble pour un futur commun. C'est pour ça que je déteste pour l'instant ce qui se passe chez moi en Hongrie et même en Pologne en tout cas. Mais maintenant, je ne veux pas faire des choses politiques dans cette conversation. Le principe qu'il faut aussi gérer ce problème ou cette situation au niveau des pays, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne fait le mieux pour lui si en fait, par exemple, si on regarde le cas de la France, 80% de l'énergie de la France est nucléaire, ou est nucléaire. Ouais, ça doit être à peu près ça. Oui, mais il y a déjà un plan de diminuer ça et petit à petit fermer les centrales nucléaires. Ouais, ça se fait petit à petit, mais Oui, c'est pas encore... Oui, mais le plan est déjà fait. Mais ce sera pour longtemps, surtout dans le cas de la France. Et là, en ce qui concerne l'Allemagne, ils ont fait une erreur après la grande crise au Japon, quand il y avait l'inondation ou Fukushima. la Fukushima, oui. Parce que tout d'un coup, on peut dire d'un jour à l'autre, ils ont arrêté les centrales nucléaires. Et à mon avis, c'est une grande faute parce que qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont commencé à produire. À produire, donc oui, de la terre, produire le lignite. Et le lignite, en ce qui concerne la qualité, est très mauvaise, hein, en fait, par rapport au charbon noir ou charbon brun. Et ils ont pollué énormément l'environnement, même avec, comment on dit, excavateur, oui. Un extracteur. Oui, un extracteur ou excavateur ou extracteur. Mais le processus, donc imagine, c'est énorme. Oui, donc, mais à nos jours, au moins on a atteint le niveau en Allemagne que les centrales photovoltaïques et les éoliennes produisent déjà tellement d'énergie qu'ils peuvent diminuer le taux de lignite, en fait, de la production de l'électricité qui vient de brûlement de lignite. D'accord. Alors, en fait, oui, je n'ai pas répondu en fait. Mais le principe qu'il faut le gérer, cette question, au niveau des pays, et il faut homogénéiser, ouais. ça existe, oui, oui. je pense, oui, au niveau de l'Union européenne. Parce qu'évidemment, les réseaux d'électricité, donc les câbles passent à la frontière, et il faut qu'on s'aide l'un à l'autre, parce qu'on est ensemble quand même. Je voudrais vraiment, si l'Union européenne était un empire où on devrait déjà être en fait, s'il n'y avait pas des pays comme la Pologne et la Hongrie. En plus, mais il ne faut pas comprendre mal, moi j'adore mon pays. Ce que je n'aime pas,
c'est la politique et ce qui est maintenant dans le siège de notre pays, parce qu'il faudrait le faire beaucoup mieux en fait. D'accord. Il faut écouter les paroles des spécialistes, il faut faire dans leur domaine ce qu'ils disent en fait, pas prendre une décision politiquement. C'est très mauvais en fait. Si j'étais un homme d'État ou quelque chose, en tout cas je ne veux pas, en fait, j'écouterai la parole et les mots des spécialités dans différents domaines, et il faut faire des entretiens pour qu'on puisse trouver la solution car chaque pays est différent dans leur production de l'énergie, la France, l'Allemagne, la Hongrie. Il faut le gérer, comme j'ai déjà mentionné au niveau des pays, et après faire ensemble l'énergie. Et voilà. Mais en tout cas, c'est déjà commencé à marcher. Sauf qu'il y a un changement, une transition maintenant dans l'énergie renouvelable, les éoliennes et surtout les éoliens surtout et les centrales photovoltaïques. En France, il y a déjà quelque chose 500 000 mégawatts. C'est déjà beaucoup. Oui, et ça aussi, on a travaillé dans ce projet quand c'est très temps, donc c'est pas mal. Ouais, je me doute. Oui. Et la dernière question que j'avais, ça concerne du coup toujours, enfin on l'a abordé un petit peu, mais on a abordé le thème des transports. Oui. Et en gros, je me posais la question de, est-ce que on voit que il y a des problèmes au niveau des batteries sur des longs trajets pour l'instant, et donc est-ce que tu penses que la pile à combustible qui fonctionne à l'hydrogène, c'est une alternative sur les transports routiers par exemple? Oui, très bonne question. J'aime cette question en tout cas parce que en plus, c'est aimable cette question pour moi parce qu'à l'université, on avait un projet, on a fait 4-5 personnes, inclus moi, et justement des combustibles. En 2000, quand j'étais à l'université, c'était absolument 100%, je peux dire, que c'était le chemin qu'on a pensé pour la future. Parce que en 2000, en fait, les batteries n'étaient pas tellement puissantes et par contre, l'hydrogène stocke énormément d'énergie. Si on brûle ou si on transforme à une pile combustible, l'hydrogène ou à l'électricité, on gagne on gagne de l'eau et de l'électricité. Et il te paraît que c'est très bon comme ça, n'est-ce pas? C'est logique. Mais il y a deux problèmes en fait. L'hydrogène, c'est les molécules ou la plus petite, n'est-ce pas? Ouais. Deux hydrogènes ensemble, énormément petites. Et même si tu laisses un véhicule, ça peut être un camion, ok, restons à côté du camion, dans ces réservoirs en haute pression, tout simplement dans 2 semaines, ça traverse à travers du mur, imagine, parce que les molécules sont tellement petites qu'ils passent. Il y a une perte, ouais. Oui, donc il y a une perte, donc il faut les utiliser. La deuxième chose, qu'il faut les transporter, l'hydrogène. Donc, c'est la même chose qu'avec l'huile ou le gaz naturel. Il faut les transporter. Et aussi, il faut les produire. De quoi tu le produis? Évidemment, ou de l'huile, ou de l'eau, avec de l'électricité. Si tu as besoin de l'électricité pour produire de l'hydrogène et transporter l'hydrogène et stocker les hydrogènes, ou l'hydrogène dans les stations d'hydrogène, et après tu dois plomber ou faire le plein dans ta voiture. Évidemment, c'est un cycle assez compliqué et à chaque étape, tu as une perte. Et à la fin, tu gagnes, je ne sais pas, 40%, 45% ou 60%, mais c'est encore beaucoup plus bas si tu utilisais une voiture électrique. Si on regarde les camions ou les bateaux, ça aussi. Ouais, les bateaux aussi. Moi,
dans l'avenir, je peux, dans les seuls où je peux imaginer que l'hydrogène est rentable, c'est justement, et ta question est très bonne, dans les navires. Parce que là-bas, tu as besoin énormément d'énergie. Il faut avouer que l'hydrogène stocke énormément d'énergie, et énergie pure. Ouais. Ou les camions. Mais si je regarde que Tesla a déjà le camion, et il est produit, ou elle est produite à partir de 2000, donc l'année prochaine. Et ces camions, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils accélèrent 0 à 100 km à l'heure à 5 secondes. Un camion, mais pas un petit camion, un grand camion. Tu vois, si tu regardes ça avec 36 tonnes, donc tout inclus, avec le qui est à côté de Ouais. Avec la remorque. Remorque, oui, je connais plus ce mot. En fait, avec le remorque, 36 tonnes, et il atteint le 100 km à l'heure de 0, dis-moi un numéro. 15 secondes? Oh, voilà, c'est très proche, 20 secondes. D'accord. 20 secondes, imagine, 36 tonnes. 36 tonnes. Et quand il faut monter sur une pente où ça, à l'envers, monter 5 degrés, Ouais. ça aussi, il fait comme ça. Donc, en fait, la future pour les camions aussi, c'est le stockage de batterie. Mais en ce qui concerne les navires, je peux imaginer l'hydrogène, sauf une chose qui reste dans ma tête qui dit que c'est un peu... En fait, tu te souviens encore de l'exemple oui, entre les deux guerres mondiales et Zeppelin, en fait, oui. Ouais. L'exemple de Zeppelin, comment s'est explosé Non. au-dessus de New York. Non, Oui. non, je me souviens pas de ça. En fait, il s'est explosé parce que l'hydrogène brûle très très bien, en fait. Et s'il y a un tout petit problème, C'est catastrophique en fait. oui, c'est une explosion. Et ça a déjà arrivé, en tout cas en Allemagne. Une station, pas d'essence, mais une station de l'hydrogène, on peut dire, ça a explosé. Je crois l'année dernière, justement, il y avait un problème qu'on n'a pas réalisé avant, et quand ça s'est passé, toutes les stations d'hydrogène ont été fermées, et, regarder exactement, observer qu'est-ce qui s'est passé, et voilà. Donc l'hydrogène, on peut dire, il est dangereux comme matériel. Donc pas pour les camions, mais peut-être pour les bateaux, à voir selon le conditionnement en fait. Oui, oui, mais j'estime plutôt que dans 15 ans même, les navires veulent ou vont utiliser de la batterie. Et tu sais pourquoi? Non. Imagine si tu peux stocker énorme d'énergie dans des stockages de terrain ou online, on board, Ouais. donc, sur un continent quelque part, en Australie ou n'importe où en Europe. Évidemment, dans un navire aussi, tu peux stocker énormément d'énergie, parce que sinon, tu dois stocker énormément de l'huile, de gazole. Et à sa place, bon, tu peux stocker l'électricité dans les... et je pense en plus que les batteries sont encore avant l'explosion de leur capacité. D'accord. Donc je pense que la capacité va augmenter encore. Il a une courbe en tout cas, et on peut voir, et maintenant Tesla a sauté de nouveau à un niveau plus haut. Donc il ne faut pas avoir peur, ou dans 15 ans même les navires vont utiliser des batteries. Il y a déjà en tout cas des bateaux, des navires qui ne marchent qu'à la mode électrique, en fait dans les pays comme, je crois Norvège et Danemark, je crois, ils utilisent déjà des bateaux pareils. Entre les continents, voilà, au début je peux imaginer l'hydrogène, mais après ça va changer aussi. À mon avis, ils ne seront que quelques navires comme ça en hydrogène. Et après, ils seront aussi battus par la mode électrique. D'accord, ok. Mais c'est mon opinion. Mais malheureusement, souvent,
je trouve, je peux voir le futur parce que si tu réfléchis souvent et tu regardes tu calcules dans ta tête et tu collectionnes les informations et tu les accumules ou tu les structures dans ton cerveau. À la fin, tu as une composition dans ta tête et quand je me rase ou je fais quelque chose qui a une action assez mentalement, oui, tu as spontanément tes idées sont... Viennent tout de suite en tête. Oui, oui, en fait, je voudrais dire que c'est une situation un peu méditative, oui, c'est ce que je cherchais. Et comme ça, tes idées viennent comme ça. Et c'est très intéressant. Au moins, quelquefois, oui, j'aime beaucoup quand ma femme a raison ou quelque chose, mais ce qui est embêtant, quand tu vas à la future, personne ne t'entend. Et après, ce que tu as dit, ça se réalise. Ouais. Et c'est triste quand même parce que dans ton cœur, tu es triste. Je pourrais... parce que en fait, finalement, le monde ne t'entend, ne t'écoute pas. Même, imagine un exemple très très simple. On est déjà là depuis déjà 20 ans. On essaye de faire comprendre par les gens comment il faut... oui, en fait, collectionner les déchets sélectivement. Collecter, ouais. Oui, collecter. Et ils peuvent le faire comme il faut? Non. Non, parce que c'est déjà tellement complexe pour eux. Pendant 20 ans, en fait, 20 ans n'était pas assez pour les gens pour qu'ils comprennent et pas comprendre en fait, mais pour que ça soit dans les quotidiens. Dans les quotidiens, dans la vie quotidienne. Dans les habitudes. Oui, dans les habitudes. Donc, maintenant, on peut voir comment c'est lent le changement des coutumes des gens ou le réfléchissement, le changement des idées dans les têtes. Et c'est triste. C'est pour ça que ce sont les spécialistes qui doivent donner en fait, des coups des impulsions. Vers les politistes, oui, des impulsions, c'est un très bon mot, merci beaucoup, vers les politiciens qui dirigent les mondes, les pays, d'utiliser les possibilités, sinon on a... Oui. On est en retard. Oui, okay. Et on a perdu. Et j'ai peur que c'est déjà comme ça, en tout cas. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Balint. Je vous en prie, merci beaucoup pour le report ou pour l'interview. Et c'est très gentil, c'est la première fois pour ma vie, dans ma vie. C'est vraiment, surtout en français.